Docteur Yitzhak Weiss, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Je vous ai présenté tout à l'heure comme étant, on va dire, un expert, un spécialiste de la vie de Théodore Herzl. Et Théodore Herzl est, on va dire, omniprésent également dans votre vie, puisque je ne pense pas me tromper en disant que votre histoire, il y a une histoire personnelle qui vous lie à Théodore Herzl, vous et votre famille. Vous pouvez tout d'abord nous en dire un mot avant que l'on parle de votre ouvrage, une nouvelle lecture de Théodore Herzl à l'occasion donc du 113e anniversaire de la disparition donc de Théodore Herzl, qui sera commémoré aujourd'hui sur le mont Herzl à Jérusalem. Alors quel est le lien, on va dire presque familial, qui vous lie à Théodore Herzl? Oui, mais ce lien-là, je l'ai découvert après. Ça, c'est important du point de vue chronologique. Oui. J'ai réalisé, c'est quelque chose qui s'est avéré après coup. C'est-à-dire que une fois avoir terminé ce livre, à ce moment-là, j'ai découvert un petit peu par hasard, entre guillemets, que le drap mortuaire, le linceul, qui recouvrait le cercueil de Herzl lorsqu'il est revenu, lorsqu'on l'a ramené en Israël, et bien ce drap mortuaire a été fait par mon père, n'est-ce pas? Ce que j'ignorais complètement. C'est ça, parce que vous êtes originaire vous-même de Vienne, d'Autriche? Eh bien, disons que j'ai été conçu à Vienne et je suis né à Paris. Ah. Très bien. Alors, donc cela, d'une certaine manière, vous prédisposez à avoir une relation particulière avec Théodore Herzl. Alors, vous avez publié il y a quelques années un ouvrage, on peut dire, révolutionnaire, que vous avez intitulé « Une nouvelle lecture de Théodore Herzl ». Et effectivement, c'est une nouvelle approche de Théodore Herzl que vous nous avez proposée dans ce livre. Expliquez-nous la quintessence donc de cette interprétation, de cette approche, de votre ressenti concernant Herzl. Jusqu'à une certaine date, je partageais avec la plupart des gens un ensemble de préjugés concernant Herzl que l'on pourrait résumer de la façon suivante. Herzl, juif assimilé, journaliste en poste à Paris, secoué par la dégradation du capitaine Dreyfus, a été amené à chercher une réponse à l'antisémitisme sous la forme d'un refuge territorial quelconque pour le peuple juif, n'importe lequel faisant l'affaire. Voilà, ça c'est comme ça que beaucoup de gens... C'est effectivement comme ça que l'on présente en général Théodore Herzl. Oui, et à l'occasion d'une lecture de seul roman que Herzl a écrit, Alt-Neuland, et j'ai à ce moment-là, cet ensemble de clichés a volé en éclats, et j'ai commencé à réaliser quelque chose qui est tout à fait nouveau pour moi, c'est la dimension authentiquement juive de Herzl. Cette dimension a été absolument falsifiée dans beaucoup de milieux, qu'ils soient orthodoxes ou qu'ils soient post-sionistes, malgré l'abîme qu'il y a entre ces deux courants de pensée. Eh bien, ils se trouvent d'accord pour renier Herzl et le falsifier. Et alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de supprimer le masque qu'on a mis, qu'on a posé sur Herzl, et de lui resituer justement cette dimension juive et universaliste. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples justement qui confirment cette approche, cette proximité de Théodore Herzl avec, on va dire, la tradition juive ou alors le patrimoine juif? Eh bien, dans les écrits de Herzl, il y a comme un fil d'Ariane qui les traverse, qui est la revendication de l'identité juive. Et là aussi, il y a une espèce de malentendu. Lorsque Herzl, au moment, dans son discours inaugural du Congrès sioniste en 1997, lorsqu'il écrit que le retour au pays d'Israël
implique nécessairement une prise de conscience en allemand, du Judentum, qui ne veut pas dire du judaïsme, mais d'une prise de conscience de l'identité juive, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qui s'exprime de façon extrêmement impressionnante dans une nouvelle que Herzl a écrite un an plus tard sur la menorah de Hanouka. Et là, vraiment, on voit que c'est ce qui est essentiel, effectivement, c'est d'abord, avant tout, cette prise de conscience de l'identité juive dans laquelle rien n'est possible. Alors, est-ce que on est d'accord sur le fait qu'Herzl n'était pas un juif pratiquant? Évidemment, mais c'est ça. Le fait, vous avez la pratique de Herzl doit être comprise comme le problème des juifs qui ne sont pas pratiquants, qui ne pratiquent pas toutes les mitzvot. Chaque juif accomplit une mitzvah, n'est-ce pas? Le fait de ressusciter Israël et d'être, si vous voulez, l'intermédiaire par lequel ce processus s'est produit est quelque chose qui est justement, d'après la tradition juive, qui est l'équivalent de l'ensemble de toutes les mitzvot. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi finalement cet aspect, on va dire, plus proche de la tradition, ou plus proche, on va dire, plus proche de l'identité juive, a été un peu éludé par est-ce que c'est l'establishment sioniste laïque qui s'est installé en Israël et qui a pris les rênes, on va dire, du Yishuv à l'époque, qui était intéressé justement à mettre de côté cet aspect-là? Mais pas seulement. Cette dénaturation, elle s'est produite dans des milieux assez opposés. Aussi bien l'establishment sioniste que les religieux. Pourquoi cela? C'est pour justifier des a priori idéologiques, politiques ou religieux. Et les lectures que ces gens-là nous proposent reposent sur un usage sélectif et souvent tronqué des textes du leader sioniste, n'est-ce pas? Les propos qu'il nous cite sont souvent tronqués, des informations de seconde main et assez contradictoires. Donc, en fait, Herzl constitue encore aujourd'hui, malgré les apparences, une interpellation, je dirais même une menace pour les différentes couches de la société israélienne qui réagissent par une distorsion, une falsification et de sa personne et de sa pensée. Alors, aujourd'hui, votre approche, on peut dire qu'elle est très minoritaire, mais elle a trouvé un certain écho, il faut le souligner, ne serait-ce que par le fait que votre livre, qui a été écrit en français, je crois que vous avez passé près de 10 ans à préparer ce livre, à rédiger ce livre, 10 ans au cours desquels vous avez passé, on va dire, une partie importante de votre temps dans les archives sionistes, et donc c'est un livre extrêmement riche, extrêmement documenté, extrêmement détaillé, précis. Ce livre a trouvé un certain écho auprès de personnalités. Je vais citer en particulier le professeur Benzion Netanyahou, le père du Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui, si je ne m'abuse, corrigez-moi si je me trompe, vous aurait dit qu'il considérait que votre ouvrage était l'un des 3 ouvrages les plus importants écrits sur Théodore Herzl. Oui, absolument. Qu'est-ce qui l'avait marqué particulièrement, Benzion Netanyahou, qui, on le sait, est un historien de renom international qui est décédé maintenant, mais qui était une personnalité de renommée internationale, en particulier dans le domaine de l'Inquisition? Mais parce que professeur Netanyahou s'est heurté également à cette falsification de la personne de Herzl, qu'il avait d'ailleurs diagnostiqué déjà la veille de la Deuxième Guerre mondiale en 1938. N'est-ce pas? Et pas seulement lui, un chef de gouvernement en France comme Georges Clemenceau, qui avait bien connu Herzl lorsque ce dernier était journaliste, n'est-ce pas, en France, à Paris, et il avait écrit à ce sujet
que les hommes de génie sont reconnaissables à leur envergure gigantesque et que leur façon de réfléchir est souvent au-delà d'une logique ordinaire et c'est pourquoi ils sont souvent mal compris ou plutôt entièrement incompris. Et donc on se heurte exactement au même problème. Et Netanyahou, le président Netanyahou avait parfaitement compris cela. Et je serais tenté de vous poser la question, est-ce que Binyamin Netanyahou lui-même, que vous avez rencontré à cette occasion, lui-même semblait intéressé par cette approche, par votre vision des choses? Oui, parce que Binyamin Netanyahou a en effet présenté mon livre à la Knesset et en disant que ce livre lui avait changé un certain nombre de ses idées sur ce personnage. Est-ce que docteur Weiss, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans une société israélienne qui semble être elle-même plus proche de d'un désir de se ressourcer au niveau des valeurs juives, au niveau du patrimoine juif, est-ce que cette société israélienne est peut-être plus réceptive à ce message-là aujourd'hui? Comment fait-on pour remonter la pente et essayer de faire passer ce message de proximité de Théodore Herzl avec le patrimoine juif? Mais il me semble que pour la jeunesse israélienne en particulier, se rend compte de plus en plus du caractère caricatural de la façon dont on présente un certain nombre de problèmes, les problèmes de la tradition juive en particulier, et plus réceptible au problème de l'étude, par exemple. Et ça s'exprime par les différents groupes d'études qui n'impliquent nécessairement aucun engagement vis-à-vis de la pratique, mais qui met le point sur l'étude des textes. Et je pense que c'est aussi une approche qui permet de réaliser la complexité du message de Herzl. Eh bien, docteur Georges Yisraël Weiss, merci d'avoir été avec nous à l'occasion donc de l'anniversaire de la disparition de Théodore Herzl qui sera commémoré aujourd'hui et que vous, personnellement, avec une association qui est dirigée par le Rav Yosef Ben Soussa, commémorerez demain sur la tombe de Théodore Herzl, n'est-ce pas? Vous allez faire une askara de Théodore Herzl plus restreinte que la cérémonie officielle? Oui, mais dans lequel l'accent justement est mis sur l'identité juive de Herzl. Et ça me semble assez symbolique de ce qui se passe maintenant. Eh bien, merci, docteur Yitzhak Weiss, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de votre lecture, de cette nouvelle lecture de Théodore Herzl. Théodore Herzl qui plus proche de la tradition, plus proche du patrimoine juif que l'on ne l'a affirmé dans l'éthos du sionisme moderne. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Vous aussi. Voilà, il est 8h32 sur studioqualita.com. Nous serons dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel qui nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire.